Et bonjour les loulous. Si je vous dis Starship Troopers, vous pensez à des vaisseaux spatiaux qui volent, des aliens qui volent et des fois même des têtes qui volent. Alors, c'est un film d'action stupide ou il y a autre chose derrière? En 1997, Paul Verhoeven sort Starship Troopers, un blockbuster de science-fiction adapté d'un roman assez fascisant, mais Verhoeven va jouer avec ça, et avec les spectateurs aussi. Alors, qui s'est fait piéger? Qui est passé à côté? Et qui a tout compris? Sorti à la fin des années 90, le film est mal accueilli par la critique américaine. Beaucoup le voient comme un film de propagande, et la critique américaine le résumera ainsi: Starship Troopers, c'est Ken et Barbie dans l'espace. Dit comme ça vend pas du rêve. Aujourd'hui, Starship Troopers est devenu culte, non seulement pour ses effets spéciaux qui mélangent animatronique, peinture sur verre et images numériques, un mélange d'ancien et de moderne, et on peut encore regarder ce film en se disant que les effets spéciaux n'ont pas vieilli après plus de 20 ans. Je vous avais parlé de Stan Winston, ce dieu des effets spéciaux, mais quand on n'a pas Winston, il faut aller voir Phil Tippett, l'autre dieu. Tippett, c'est Robocop, Jurassic Park, le dragon du lac de feu, bref, du très très lourd. Mais surtout, le film propose une lecture politique sans avoir l'air de le faire, sur la guerre, le fascisme, l'endoctrinement et le divertissement. Cherchant à obtenir une impression de mannequin glacé pour son casting, Verhoeven a choisi pour les rôles principaux 4 acteurs déjà connus pour des séries destinées aux adolescents. Du coup, on comprend mieux le commentaire Ken et Barbie, mais vous l'avez sûrement deviné, c'est l'un des pièges du film, et beaucoup sont tombés dedans. Verhoeven est un réalisateur fidèle à ses acteurs, et c'est presque sans surprise que l'on retrouve Michael Ironside et Dean Norris, tous les deux présents dans Total Recall. Moins fidèle au bouquin, il s'arrêtera de le lire au 2e chapitre, le trouvant trop réac, et puis il savait déjà ce qu'il allait en faire, le détourner pour raconter autre chose. On suit donc Johnny Rico, Carmen Ibáñez, Dizzy Flores et Carl Jenkins, 4 adolescents sortant de la même école, citoyens modèles d'un état militarisé, qui vont tous participer au conflit dans des rôles différents. Le récit sera davantage axé sur Johnny, qui sera dans l'infanterie avec Dizzy. L'histoire est linéaire, mais ce sont les choix de mise en scène qui ajoutent une seconde lecture. Tout est beau, propre, lisse, cadré, trop parfait. Les scènes de violence, par contre, sont frontales, parfois un peu gore, montrées sans émotion avec un parti pris esthétique froid et rude. Ce contraste avec les personnages sortis d'une pub pour dentifrice accentue la déshumanisation des soldats et des ennemis. Il est important aussi de remarquer que l'armement donné aux troopers est inefficace pour venir à bout des parasites, et que bien souvent, les décideurs ne sont pas ceux qui payent pour leurs erreurs. On le verra aussi pour la flotte spatiale qui va subir de lourdes pertes après une erreur d'appréciation des stratèges. Mais on a un bon film de guerre et ça devient très réjouissant, si on ne veut voir que ça. Les scènes d'action sont toujours bien rythmées et surprennent très souvent dans leur brutalité ou leur conclusion. La musique héroïque nous vient de Basil Polidoris, vous savez ce que j'en pense si vous avez vu la vidéo de Conan, c'est l'un des compositeurs les plus sous-cotés du cinéma hollywoodien. Les petits spots promotionnels de l'armée rappellent beaucoup ceux de la Seconde Guerre mondiale. Ces spots n'étaient pas diffusés à la télé, il n'y en avait pas, ou très peu. Ils étaient donc diffusés au cinéma avant un film, on avait un genre de journal et des publicités pour soutenir l'effort de guerre. En France aussi on avait ça, différemment, avec des reportages pas très objectifs, du genre les troupes françaises battent fièrement en retraite dans le cadre d'une défense élastique. Pour l'envahisseur germanique, c'est bientôt le trépas. Bon, quand vous entendiez ça, ça veut dire que c'était perdu, hein. L'un des principaux reproches faits au film est qu'il est fasciste. C'est le grand piège du film. Dans sa forme, il n'a aucun point de vue explicite. Il ne dit pas si c'est bien ou mal, il montre les choses froidement, laissant à chacun le soin d'en tirer des conclusions.
L'esthétique fasciste y est partout. Uniforme très strict, gris, coiffures identiques, symboles inspirés de l'aigle du Troisième Reich, des croix stylisées, vaisseaux massifs aux formes rectilignes, scènes de discours exaltés, même la scène des funérailles de Dizzy gomme totalement son humanité pour ne retenir que son engagement citoyen. Une vie réduite à un service rendu à l'État, mais pas un mot sur la personne qu'elle était. Aucun des deux camps ne se bat pour une cause juste. Bien sûr, on va instinctivement soutenir les humains, mais on voit la laideur de ce monde qui sépare les citoyens des civils, qui manipule les médias pour obtenir l'approbation d'un peuple déjà soumis. C'est ça notre futur ? Un monde tourné vers la guerre et l'uniformité ? L'humanité qu'on nous montre, c'est une humanité qui a échoué. Le point le plus marquant, c'est la jeunesse. Normalement, la jeunesse, c'est la remise en question du modèle sociétal, la rébellion, l'évolution. Mais ici, pas du tout. Non seulement ils ne défient pas le système, mais ils le reproduisent à l'identique sans aucun questionnement. Et c'est ça qui est glaçant. Le malaise vient de là. Il n'y a pas de vrais gentils dans cette histoire. Mais on soutient l'humanité malgré tout. Ce qui nous rend complices passifs et donc un peu mal à l'aise. Et c'est justement ça qui est génial, car les régimes les plus totalitaires se sont toujours bâtis sur l'absence de réaction de la majorité silencieuse. Peut-on accuser Verhoeven d'être fasciste ? Il a grandi en Hollande sous les bombes. Ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, pour lui, c'est sa petite enfance. Et si on prend le temps de consulter sa filmographie, son point de vue antifasciste est une évidence. Mais en jouant avec ses codes, il a semé la confusion. Et c'était son objectif. Une façon de nous montrer qu'il n'y avait qu'un pas entre une normalité et une idéologie extrême. Et c'est pour ça que le film a bidé. Il est aussi sorti en face de Titanic, Mais il a remboursé son budget. Les réactions de rejet furent beaucoup plus émotionnelles que réfléchies. Certains pensaient que c'était du fascisme, d'autres que ça dénonçait l'impérialisme américain, en le comparant au Troisième Reich, et d'autres ne comprenaient tout simplement pas de qui on se foutait. Ils sentaient une ironie sans comprendre sur quoi elle portait. Avec le temps, le film a gagné en reconnaissance, il est devenu culte. Et comme souvent, le malentendu initial a nourri la fascination. Starship Troopers est un piège cinématographique brillant. On peut y voir un film d'action classique et laisser son cerveau se reposer dans la pièce d'à côté. Ou alors on peut y voir un miroir tendu à notre propre fascination pour la violence. Et vous êtes dans quel camp ? Est-ce que vous avez mordu à l'hameçon la première fois ? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse pas mal. Voilà, le format a quelque peu changé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je réponds à tous les commentaires, comme d'habitude. Likez, abonnez-vous. Je réfléchis à réintégrer les votes, mais il va me falloir quelques semaines pour ça. Et on va sûrement explorer un autre Verhoeven la prochaine fois. Ah, je sais pas si je dois vous donner un indice. Ah, bon, allez. Détroit. Amusez-vous, profitez du beau temps, et en attendant, on fait bisous, mais sans médic, À bientôt.